Parfois, pour bien comprendre une grande question de notre présent, il faut faire un petit voyage dans le temps. Un voyage de 8 siècles qui commence par un rêve. Un rêve né de la souffrance et de la faim. Allez, on se projette un instant au XIIIe siècle. L'Europe, c'est une terre vraiment rude où chaque calorie se gagne à la sueur de son front. Pour s'échapper de cette réalité, les poètes de l'époque ont inventé une sorte d'échappatoire, un rêve éveillé. Et au cœur de ce royaume imaginaire, il y a une image qui résume tout, des alouettes rôties qui tombent du ciel, directement dans la bouche. C'est le fantasme ultime, celui d'une humanité à bout de souffle, d'un monde où l'effort aurait tout simplement disparu. Ce rêve, il portait un nom, le pays de Cocagne, un paradis de la paresse où l'abondance serait complètement automatique. Une pure fantaisie, pensait-on, jusqu'à aujourd'hui. Parce que 8 siècles plus tard, ce rêve, c'est devenu notre quotidien. Le pays de Cocagne, ce n'est plus une fable, c'est une interface. Les rivières de vin, ce sont nos flux de divertissement infinis. Les maisons en pain d'épices, c'est le contenu généré à la demande par l'IA. Et les alouettes rôties du Moyen-Âge, ce sont nos voitures qui se conduisent toutes seules. Voilà, on y est. On vit dans ce futur. Le confort est absolu, mais derrière cette vitrine qui brille, un prix se dessine, un coût bien plus élevé que ce qu'on pouvait imaginer. Et c'est précisément là que le piège se referme. L'innovation nous a promis la libération, mais ce qu'elle nous offre avant tout, c'est la facilité. Et c'est ça le point crucial. Sans même qu'on s'en rende compte, chaque fois qu'une tâche est automatisée, c'est un muscle, qu'il soit mental, physique ou créatif, qui commence doucement à s'atrophier. Le paradoxe est quand même brutal. La promesse, c'était la libération. Mais le prix, c'est une perte de souveraineté. On nous a promis du temps gagné, mais le résultat, c'est l'atrophie de nos compétences. La productivité augmente, oui, mais notre dépendance aussi. Alors concrètement, ça donne quoi cette facilité? Il est temps de se poser quelques questions un peu inconfortables. Réfléchissons-y une seconde. En suivant aveuglément cette flèche bleue, est-ce qu'on ne perd pas notre instinct, notre capacité à lire un paysage, à explorer l'inconnu? On arrive à destination, c'est sûr. Mais est-on encore capable de retrouver son chemin si l'écran s'éteint? Et là, la question est encore plus profonde. En déléguant l'écriture, ne délectons pas la structuration même de notre pensée. C'est souvent dans l'effort de trouver le mot juste que la réflexion se construit. Et ça, c'est peut-être la question la plus troublante de toutes. À force de suivre les suggestions, notre libre arbitre est-il encore vraiment libre? Ou est-ce qu'il est simplement guidé par de froids calculs de probabilité? Voilà le danger ultime. Par pur confort, on risque de perdre ce qui fait notre humanité. Notre capacité à être imprévisible, à choisir, à créer notre propre chemin. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le but n'est pas de rejeter la technologie en bloc, mais bien de rester maître à bord, d'opérer une sorte de discernement radical. Aujourd'hui, la ligne qui sépare l'utilisateur augmenté de l'utilisateur diminué est fine comme un cheveu. D'un côté, la machine nous libère. De l'autre, elle nous retire l'entraînement qui est nécessaire à la maîtrise. La stratégie est en fait assez simple. On confie à la machine ce qui est purement mécanique et on sanctuarise ce qui est vital. Il s'agit de protéger et de muscler sans relâche 3 sanctuaires essentiels, notre esprit critique, notre corps et notre vision stratégique. Et comment on fait? Par des actions très concrètes. Pour muscler l'esprit critique, il faut se confronter à la complexité. Pour réengager le corps, il faut réhabiliter les micro-efforts du quotidien. Cuisiner ou marcher, ce ne sont pas des pertes de temps, ce sont des rituels pour s'ancrer dans le réel. Face à chaque nouvelle technologie, on peut appliquer un filtre systématique. La question n'est plus de savoir si l'outil est performant, mais de se poser une question bien plus simple, bien plus directe. Et c'est là toute la différence. Est-ce un levier ou une béquille? Une bonne innovation nous permet de faire mieux ce qui compte, pas simplement d'en faire moins. La sagesse, c'est de rejeter la béquille pour ne garder que le levier. On arrive maintenant au cœur de notre propos. Comment faire pour reprendre activement les commandes pour que la technologie reste une alliée et non une béquille existentielle? Il faut se rappeler de ça en permanence. L'intelligence artificielle est une puissance de calcul prodigieuse, mais elle est intrinsèquement aveugle. Elle peut simuler la parole, mais au fond, elle n'a absolument rien à dire. C'est un moteur qui attend qu'on tienne le volant. C'est assez amusant parce qu'à la fin du 19e siècle, Jules Verne imaginait un monde où la technique aurait tout résolu, pour l'an 2889. On n'a pas eu besoin d'attendre. En 2026, ce futur est déjà là et il nous met au défi.
Le véritable message, c'est donc un appel à une forme de résistance constructive. Il faut faire preuve d'une exigence radicale dans nos choix technologiques, car ce sont ces facultés et elles seules qui feront toute la différence. Finalement, la conclusion est à la fois simple et puissante. Si on abandonne le volant par paresse ou par fascination pour le confort, on devient les passagers de notre propre déclin. Il faut reprendre les commandes. La machine est un serviteur, oui, mais le choix de rester pleinement vivant nous appartient.